Bien, bonjour à tous, merci d'être venus à cette table ronde. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'exil, la migration et le journalisme dans tout ça. Quelle est la place de la migration dans les médias? Ou plutôt, quelle place met-on à cette question dans les médias? Comment couvrir la thématique des migrants en tant que journaliste? Comment la couvrir loin du drame, loin des événements dramatiques qui pourtant jalonnent l'actu? Quelle place aussi laisse-t-on à l'humain dans cette question? Autant de questions et de problématiques, entre autres, que soulève l'intitulé de cette table ronde, Exil, migration et journalisme. Alors avec moi pour en parler aujourd'hui, en débattre, pour échanger, plusieurs spécialistes de la question, tous journalistes. On a avec nous à ma droite Ali Mahfoud. Ali, vous êtes journaliste libyen, arrivé en France il y a pile poil 1 an, n'est-ce pas? Vous êtes journaliste et vous-même exilé, et vous connaissez très bien la question des migrants, la Libye étant à la fois une étape importante sur la route des migrants, mais également un pays de départ et d'arrivée, et vous avez pu travailler sur cette question de manière approfondie pendant votre carrière là-bas. Eleonora Camilli, vous êtes journaliste également, vous venez d'Italie, vous travaillez pour Redattore Sociale, moi je ne parle pas italien. Et pareil, vous suivez la question depuis plusieurs années, l'Italie étant la principale porte d'entrée en Europe, ou l'une des principales, en tout cas en nombre la plus importante en 2022. Vous avez suivi la thématique migratoire depuis très longtemps. Et puis Sarah Frère, vous venez de Belgique, vous êtes également journaliste, vous travaillez pour Imagine demain le monde, et vous êtes spécialiste de la question migratoire. Et enfin avec nous depuis Dakar, Mariam Thiam, vous êtes également journaliste pour plusieurs médias dont Africa Check, et vous êtes spécialiste des sujets d'exil et de migration. Peut-être davantage du côté des départs, des causes de départ, le Sénégal étant à la fois un pays de départ, de transit, mais aussi d'installation pour de nombreuses personnes qui migrent mais restent quand même en Afrique. Alors, avant de débattre ensemble des défis qu'implique la couverture de ces sujets, moi j'aimerais bien demander à chacun de nos invités autour de cette table de nous relater, de retracer un peu son parcours sur cette question migratoire en tant que journaliste, et peut-être de partager avec nous un reportage ou une rencontre qui l'aura marqué sur le thème de l'exil et la migration. Peut-être qu'on peut commencer avec vous, Mariam. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. Oui, je vous entends parfaitement. Donc, oui, moi, je suis contente d'être avec vous. Alors, s'il faut vraiment relater une information, en tout cas un fait qui m'a marqué personnellement, je vais donner l'exemple du Niger, parce que j'étais partie à Agadez et j'ai pu justement visiter un centre de l'OIM là-bas à Agadez qui recueille des migrants en fait sur la route de la Libye. Et donc, du coup, j'ai pu rencontrer là-bas un Camerounais. Alors lui, son histoire, ça m'a marqué parce qu'en fait, il a vu plusieurs choses. Il a été traumatisé en fait par ce voyage-là. Donc, il a vu une femme qui a été violée, il a vu un homme qui a été tué sous ses yeux, etc. Et donc, la phrase en tout cas qu'il m'a dite, et je ne vais jamais oublier cette phrase, c'est qu'en fait, il disait que quand on est migrant, en fait, il n'y a plus de frères, il n'y a plus de sœurs, il n'y a plus d'amis en fait. Parce qu'en fait, on se méfie de tout le monde, on ne peut avoir confiance en personne. Et cette phrase-là, je pense qu'à elle toute seule, en fait, elle résume justement l'ensemble des traumatismes, mais aussi en fait la difficulté même de ce voyage-là et la désillusion justement qui peut se produire. Parce qu'en fait, les gens avant de partir, parfois, ils se font beaucoup de rêves. Et puis en cours de route, en fait, ils comprennent qu'ils sont dans un vrai cauchemar. Voilà. Merci. Est-ce que Ali, vous voulez partager avec nous quelque chose qui vous a marqué, une rencontre, un témoignage, un reportage? Bonjour tout le monde, je m'appelle Ali Mahfoud, merci de votre participation. Merci aussi pour l'invitation. En français, c'est pas très bien, mais j'essaie.
Je suis journaliste libyen, maintenant je suis freelancer. J'ai travaillé avec le ministère des étrangers, des affaires étrangères. Aussi, j'ai travaillé avec Libya FM depuis 2015. En 2019, j'ai travaillé avec le Parlement de Togo. Aussi, en mars 2022, 11 de mes collègues en Libye étaient arrêtés par le groupe militaire à l'organisation de Tanwir, à l'organisation en français. Après, pour comment s'appelle, l'accusation d'attaque à la sécurité nationale, maintenant elle est arrêtée pour le militaire, la militaire groupe. Et j'ai demandé l'asile en France en avril 2022. J'ai commencé le cours de français en novembre 2022. C'est difficile un peu, mais ça marche. J'ai obtenu la protection subsidiaire en août. Maintenant, je commencerai la nouvelle carrière. En France, c'est un peu difficile, tu commencer à la point zéro. Ma collègue Amara, elle m'aidera avec la traduction un peu. Merci d'avance. Mais si tu demandais quelle question, n'était pas de demander et ne t'inquiète pas la barrière de la langue. Merci. Moi, je suis Eleonora Camini, je suis une journaliste italienne. Mon français aussi a des problèmes. Moi, je travaille pour une agence de presse qui s'appelle Redattore Sociale et qui est spécialisée dans les thématiques sociales comme lui le nom. Et moi, je travaille surtout sur la migration. Je travaille aussi comme journaliste indépendant pour Catégorie. Et depuis 2015-2016, je suivis surtout la migration en Europe. Et dans les pays où il y avait des migrants qui étaient bloqués par l'État, je suis allée en Grèce, puis dans les Balkans, et enfin à la frontière entre l'Italie et la France, qui est à Calais. Et donc, je voyais plus en plus comme la politique européenne, en fait, c'était de tenir les migrants loin des pays de l'Italie, de l'Allemagne, de la France. Mais je voulais vous parler de mes derniers travaux, qui en fait c'est un peu différent. À le début de la guerre en Ukraine, je suis allée aux frontières avec l'Ukraine pour voir comment les pays européens géraient le flux de migration de l'Ukraine. En fait, dans les premiers mois, on avait 8 millions de personnes qui passaient par l'Ukraine et des autres pays. Et en fait, j'ai vu, en partie, c'est la même chose que j'avais vu dans notre pays. Et des citoyennes, des associations qui aidaient les personnes qui échappaient de l'Ukraine avec des choses à manger, de boire. Mais j'ai vu aussi des choses que je n'avais jamais vues. La police aussi qui aidait cette personne. C'est parce qu'on avait pris une décision politique d'aider les réfugiés ukrainiens. Je crois justement. Et donc, j'ai cherché de raconter ce qu'on appelle le double standard dans la protection et l'accueil. Et donc, après l'Ukraine,
je suis allée dans les autres frontières pour voir si quelque chose était changé. Donc je suis allée au nord et au sud de l'Italie, au nord à la frontière avec la France, à Ours. Il y a un petit refuge, c'est en Piemonte, la dernière région italienne, où il y a des associations qui aident les migrants, mais il y avait beaucoup de familles, surtout des Afghans, qui étaient échappés du régime des talibans et qui étaient là et qui étaient refusés par la France. Ils tentaient d'arriver en France, mais chaque fois, ils étaient renvoyés en Italie, aussi pour 10 bonnes fois. Et à la fin, je suis allée à Lampedusa. Et aussi là, j'ai vu que les choses, c'était les mêmes des années passées. Parce que les migrants, vous savez, Lampedusa, c'est un peu un symbole de la migration. Mais si vous allez là, c'est une île où les migrants n'existent pas. Vous ne les voyez pas parce qu'ils sont dans un centre qui est interdit aux citoyens, mais aussi aux journalistes. Et parce que les droits des migrants n'existent pas à Lampedusa. Ils sont renvoyés dans leur pays ou ils sont envoyés dans les autres régions italiennes. Mais pour finir, je voulais vous raconter une histoire d'un étudiant de la Niger qui est arrivé aussi de l'Ukraine. Il s'appelle Hilary. Il est échappé de Kharkiv parce qu'il étudiait médecin à Kharkiv. Il est arrivé en Pologne et puis en Italie. Mais pour l'État italien, l'État italien a refusé de considérer Hilary aussi comme les autres réfugiés d'Ukraine. Et donc, la directive 55 n'est pas appliquée pour lui. Et donc, il a été refusé. Et maintenant, il est parti pour le Portugal. Tout ça pour dire qu'on a créé un système où les réfugiés ne sont pas les mêmes, où les droits ne sont pas les mêmes. Merci, Laura. On y reviendra à cette question du traitement de notre traitement en tant que journaliste de ce traitement politique des réfugiés. Sarah ? Bonjour, donc moi c'est Sarah. Donc, j'ai commencé ma carrière dans un journal populaire de droite qui s'appelle La Dernière Heure. Ensuite, je suis passée à la Libre Belgique, plutôt un quotidien de tradition chrétienne. Et maintenant, je travaille dans un média indépendant à la ligne à peu près. On ne peut pas faire plus opposé que ce que j'ai fait avant. Donc c'est un petit média indépendant, un bimestriel, dont le lectorat est plutôt assez engagé vis-à-vis des questions de migration. Donc ça veut dire que pendant très longtemps j'ai fait du chiffre et maintenant j'essaye de faire plus de l'humain. Et ça, je pense qu'on y reviendra plus tard. Moi je voulais juste vous partager, je ne vais peut-être pas vous partager l'histoire qui m'a le plus frappée parce qu'en fait on a vraiment beaucoup et c'est difficile de faire un classement en fait, mais peut-être dernièrement j'essaye de travailler un petit peu plus sur les questions de migration en Belgique, mais pas nécessairement les demandeurs de protection internationale ou les personnes sans papier, etc. Parce qu'en fait au final on parle beaucoup de la migration dite irrégulière et on parle assez peu de la migration de travail, la migration estudiantine, enfin voilà, les gens qui sont chez nous tout simplement. Et donc c'est ce que j'essaye de faire, et dernièrement j'ai fait une enquête sur le fait que ça fait à peu près une quinzaine d'années, et la Belgique, mais d'autres pays européens font exactement la même chose, on a décidé d'externaliser le système de demande de visa pour venir en Belgique. Donc en gros, avant, quelqu'un pouvait aller à l'ambassade et dire voilà, moi je veux un visa long séjour ou court séjour. Maintenant, il faut passer par une entreprise privée qui va collecter les documents, les transmettre à l'ambassade et puis à l'Office des étrangers, qui est l'équivalent de l'OFPRA en France. Ça pose pas mal de problèmes parce qu'il y a des documents qui se perdent en cours de route. Les entreprises privées offrent des services premium, donc les gens peuvent payer plus pour
soi-disant accélérer ces services, alors qu'en fait ça n'accélère rien du tout et ça ne garantit pas du tout qu'ils auront une réponse positive. Ça fait augmenter les coûts pour les demandeurs et les demandeuses de visa. Et en parallèle, il faut prendre toute une série de rendez-vous pour avoir accès à cette procédure de demande de visa. Il n'y a pas de créneau disponible, ça a créé un circuit de fraude parallèle, et en fait les autorités sont tout à fait au courant, et personne n'y fait rien. En gros, c'est oui, on est au courant, mais bon, la fraude, il y en aura toujours, quoi. Et donc, voilà, j'ai voulu un petit peu montrer les difficultés pour les personnes qui demandent des visas, qui sont souvent des personnes qui font un regroupement familial. Et en fait, ce qui m'a un peu choqué, c'est que les responsables politiques n'avaient pas l'air d'être au courant que ça faisait 15 ans qu'on faisait ça. Le législateur, quand j'ai envoyé ça aux députés, il était là, ah bon, ah oui, on va faire quelque chose, mais au final, en commission migration, en tout cas, il ne se passe rien. Et même les avocats les avocats en droit des étrangers n'étaient pas nécessairement au courant. Ça s'explique pour toute une série de raisons. Mais en fait, voilà, ce qui m'a un peu découragée. C'était vraiment une enquête qui m'a demandé beaucoup de travail et c'était, je pense, assez intéressant. Et ce qui était vraiment très frappant, c'est que pourquoi j'ai commencé cette enquête, parce qu'en fait, un confrère sénégalais devait venir en Belgique pour faire une enquête sur le trafic d'êtres humains avec des confrères et des consoeurs du Burkina Faso, de Mauritanie et du Niger. Et tout le monde était là, sauf ce confrère qui en fait n'a jamais eu son visa à cause d'un problème avec une de ses entreprises privées. Et en fait, il y a vraiment un problème d'inaccessibilité à un service public et tout le monde s'en fout. Et vraiment, ça m'a... Voilà, c'est un peu... On a cette demande constante de changer nos regards sur la migration, de couvrir ça autrement. Et en fait, quand on le fait, j'ai été vraiment super frustrée parce que... je sais pas, j'ai pas parlé de gens dans des bateaux et donc ouais, tout le monde s'en fout et c'est super frustrant. Voilà. Bon, on va y revenir aussi à cette frustration. J'ai l'impression, moi je suis la rédactrice en chef d'Info Migrants, un média qui s'adresse aux migrants pour leur donner des informations dont il manque, et donc un média spécialiste. Et du coup là, au départ, on nous a dit, c'est un sujet qui est toujours dans l'actu, vous connaissez, vous avez déjà traité en tant que journaliste généraliste. En fait, plus on s'attelait à la tâche et plus on trouvait que ce sujet, il était très particulier. Notre audience, les migrants, mais qui sont aussi pas seulement l'audience, mais aussi l'objet de ce sujet, c'est une audience particulière à multiples titres. Et on s'est retrouvé très rapidement face à une montagne de défis à relever pour faire correctement notre travail. Alors, il y a des défis de l'ordre de l'accès à l'info, ça Eleonora l'a dit, à certains endroits auxquels on ne peut pas accéder, certains centres de rétention. Je pense par exemple au centre de rétention en Libye, mais en fait plus près de nous en France, on ne peut pas aller dans un centre de rétention comme ça tout simplement. Les rares fois où Info Migrants, nous on y a été, c'était à la faveur d'une visite de parlementaire qui acceptait de nous emmener avec lui. Mais il y a également la question finalement du vocabulaire. Et je pense que c'est très important cette question du vocabulaire parce qu'elle participe de la confiance que les lecteurs finalement mettent dans le média. Alors, qui on appelle réfugiés finalement, fuyant la guerre en Ukraine? Les Ukrainiens, les étudiants africains? Qui est un réfugié? Qui est un migrant? Pourquoi est-ce que certains parlent de migration illégale? Est-ce que ce ne serait pas plutôt une migration irrégulière? Voilà, parfois on a été aussi confronté à des difficultés de droit qui ont vraiment en rapport avec le travail du juriste sur la procédure, l'asile, le recours, les droits des étrangers pour les renseigner, mais également pour faire du fact-checking, d'affirmation de politiciens, souvent de droite ou d'extrême droite, qui affirment beaucoup de choses qui s'avèrent finalement pas tout à fait vraies sur quels sont les droits des étrangers en France. Alors justement, moi je voulais vous demander, est-ce que cette question du vocabulaire, elle est importante, elle s'est avérée importante dans votre expérience de la couverture de ce sujet? Qui veut commencer? Est-ce que, Mariam, vous avez quelque chose peut-être à dire là-dessus? Oui, alors, il y a plusieurs questions, je pense, dans votre question. Alors, pour le vocabulaire, c'est sûr que c'est super important, en fait, les termes qu'on utilise. Mais le souci, c'est que, même au niveau des termes, les différents pays ne sont pas d'accord. Par exemple, pour la définition de qui est un migrant,
il n'y a pas une définition qui est acceptée par tous les pays, en fait. Donc, chaque pays, il va avec sa propre définition. Après, maintenant, la définition qui est la plus utilisée, c'est la définition des Nations Unies, de l'OIM, en l'occurrence, donc qui est un migrant. Donc, pour la question liée aux réfugiés, c'est pareil. Donc, là, par contre, c'est plutôt la définition du Haut Commissariat aux réfugiés qui est mise en avant. Mais en fait, les pays ont des définitions différentes, puisque chaque pays, en fait, prend une définition qui colle à sa politique migratoire. Donc, c'est ça aussi le souci. Après, il y a un autre terme également, c'est le terme de migrant. J'ai oublié le terme, désolé. Mais en fait, c'est un terme aussi utilisé par le HCR, parce que le HCR se dit qu'il y a des migrants qui, à la base, sont des migrants, mais après deviennent des réfugiés. Donc, dans cette transition aussi, il y a des définitions qui sont données. Donc, il faut savoir que pour les définitions, il y a des enjeux politiques qui sont derrière, en fait, toute définition, et c'est ça qui fait que c'est difficile d'arriver à une définition consensuelle acceptée par tous les pays. Donc, ça, c'est d'un. Le deuxième point, c'est les termes qui sont utilisés par les journalistes eux-mêmes. Donc là, il y a certains journalistes qui ont suivi des formations sur les questions migratoires, qui ont beaucoup travaillé sur les questions migratoires et donc qui savent faire la différence entre les termes, les différents termes, qui savent également les implications qui sont derrière toute terminologie. Et puis ensuite, il y a des journalistes qui ne font pas forcément la différence entre les différents termes parce que justement, ils n'ont pas suivi de formation là-dessus, ou bien parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler sur les questions migratoires, etc. Et donc, pour ces journalistes-là, en général, ils utilisent les termes que tout le monde utilise. Par exemple, migrants clandestins, ce qui n'est plus acceptable, puisque maintenant, ce qui est accepté, c'est migrants irréguliers. Mais il y a beaucoup de médias, que ce soit des médias européens ou africains, qui utilisent le terme clandestin. Voilà. Donc, et puis, même le terme migrant, quand on l'utilise, en général, il y a une connotation qui est là. Quand on l'utilise selon l'auditoire, selon à qui on s'adresse, il y a une connotation qui est là. Si un média utilise le terme migrant en France ou dans un autre pays européen, en général, les gens, tout de suite, ils pensent ceux qui viennent d'Afrique, qui viennent du Moyen-Orient, pour venir en Europe, pour trouver du travail, etc. C'est ça la connotation, en fait, qui va avec le terme migrant. Or, j'ai l'habitude de dire que quand on parle maintenant du migrant européen qui va aux États-Unis, par exemple, pour travailler là-bas, on n'utilise pas le terme migrant, on utilise le terme expat, expatrié. Pourtant, l'expatrié et le migrant, c'est la même chose. Mais en fait, les connotations ne sont pas pareilles. Donc, le journaliste, il va utiliser expatrié quand il s'agit d'un Européen qui va vivre en Asie ou aux États-Unis pour travailler là-bas, etc. Par contre, quand c'est un migrant qui vient d'Afrique, du Moyen-Orient, etc., ou d'un pays en guerre comme l'Ukraine, etc., là, tout de suite, en fait, le terme qu'on utilise, c'est migrant. Donc, parce que justement, il y a derrière toute terminologie, il y a en fait des connotations politiques et des enjeux politico-économiques qui sont derrière. Donc ça aussi, c'est un autre point. Le troisième point, c'est que la personne même qui utilise ce terme-là, parce que vous avez parlé aussi de désinformation, de fake news en général. Mais après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, étant donné que je travaille pour Africa Check, donc on fait beaucoup, justement, on ne fait que, justement, tout ce qui concerne la vérification des faits. On s'intéresse aussi aux deepfakes, etc. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il faut savoir que aussi, quand on parle de fake news, il y a plusieurs niveaux. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la désinformation, il y a ce qu'on appelle la mésinformation, etc. Et les objectifs ne sont pas les mêmes. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui utilise les termes, elle-même, en fait, elle peut utiliser un terme parce qu'elle ne sait pas et faire une erreur, ça arrive. Mais parfois, c'est intentionnel. Si on regarde la classe politique, pas seulement la classe politique européenne, hein, mais de manière générale, hein, que ce soit en Europe, aux États-Unis et même en Afrique, parce que aussi on ne parle pas souvent de cela, mais il faut savoir qu'il y a plus de migrants dans les pays africains qu'en dehors de l'Afrique. C'est-à-dire aujourd'hui un Sénégalais qui migre, il a plus tendance à migrer en Afrique que d'aller vers l'Europe.
Donc ça aussi, il faut le savoir. Mais c'était une petite digression. Donc pour revenir à ce que je disais, la personne qui utilise un terme, il peut utiliser un terme sans savoir vraiment l'impact de ce terme-là, la vraie signification du terme, mais parfois c'est intentionnel. Nos classes politiques, en général, quand ils utilisent des termes, c'est pas par hasard. Tout terme qu'ils utilisent, ils ont justement un calcul politique qui est derrière. Et donc, l'utilisation des mots, c'est vraiment fondamental. Et pour le journaliste, pour en tout cas bien faire son travail, il est fondamental qu'il puisse savoir en fait chaque terme, sa signification. Est-ce que cette signification, elle est acceptée de tous ou pas? Est-ce qu'il y a une différence entre le migrant tel que défini par la Belgique et le migrant tel que défini par l'Égypte, etc. Donc ça, c'est important pour que le journaliste le sache, parce que quand le journaliste donne une information, il est censé donner une information vraie, vérifiée et vérifiable, et surtout, il est censé en fait décoder parfois certains messages, puisque le public n'est pas forcément au courant. Donc il est important pour que le journaliste sache quel terme utiliser et l'impact de chaque terme, la connotation de chaque terme et puis les implications de chaque terme. Maintenant, le dernier point que je voulais dire, toujours par rapport à l'utilisateur, et là je fais un focus surtout sur le journaliste, c'est que parfois nous, journalistes, nous sommes nous-mêmes piégés par nos propres préjugés. Et là, c'est valable pour tous les journalistes. Parfois, on est piégé par nos propres préjugés qui font qu'on va utiliser un terme au lieu d'un autre terme. Parce que le journaliste, il n'est pas né ex nihilo. Le journaliste, il est né dans une société, dans une communauté. Donc, il a vécu avec cette communauté. Donc, il a les a priori et les préjugés de cette communauté. Donc, ce qui pourrait aider le journaliste justement à se défaire de ses propres préjugés, c'est de faire un travail sur lui-même, en fait. En marge du travail de recherche, etc., il faut faire un travail sur nos propres préjugés. Parce que, je vous donne un exemple, au Sénégal, en général, quand on voit un blanc arriver, dans la tête de la majorité de la communauté, c'est « il a de l'argent, il vient pour nous aider, etc. » Donc, cette connotation qu'on a à chaque fois qu'on voit un Européen, on ne l'a pas par hasard. Ça aussi, c'est lié à l'histoire, etc. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça va faire trop long. Mais en tout cas, nous tous, on a des préjugés qui nous trompent parfois sur certaines choses et qui font que parfois on tombe justement dans l'utilisation de termes qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Ah oui, merci. Il y a des questions de recul, de formation. Je vous voyais hocher la tête, Sarah. Peut-être que vous voulez rebondir là-dessus. Oui, je souscris à ce que dit Marianne, qui était vraiment très très intéressant. Sur l'utilisation des mots par les journalistes, je pense que c'est important que la profession se dote d'un cadre de référence. En Belgique, ce cadre il existe via le Conseil de déontologie journalistique. Il y a un équivalent en France, mais je ne pense pas qu'il y ait des recommandations spécifiques sur le langage lié aux migrations. Si jamais ça intéresse des gens, j'ai pris des cahiers de recommandations qui existent pour la Belgique. Pour le contexte de ce cahier, en fait, il a été créé, il date d'une situation qui date de fin des années 90, enfin 90, quand l'extrême droite, tout d'un coup, a fait une grosse percée électorale, et à ce moment-là, la profession a entendu qu'on allait commencer par l'immigration, qu'on en parlait dans certains termes, et s'est dit, attention, il faut qu'on balise un petit peu le langage qui va être utilisé. Et puis en 2015, quand il y a eu la crise de l'asile, en fait, il y a eu un journal qui a fait une en particulier. La une, c'était la côte belge et il était marqué « Invasion de migrants ». Il y a eu plus de 1000 plaintes contre ce média. Et à ce moment-là, le CDJ s'est dit il faut qu'on actualise nos recommandations et qu'on fasse carrément un lexique pour expliquer quels sont les termes qui sont péjoratifs et qu'est-ce qu'ils impliquent pour l'ensemble de la société, quoi. Je trouve qu'un bon exemple dans ce lexique, c'est le mot illégal qui revient très très souvent, notamment dans la bouche de certaines personnalités politiques. Et en fait, moi je dis toujours que illégal, en fait, personne ne naît illégal par nature. On n'est pas illégal. Je veux dire, la migration dite illégale, c'est une faute administrative. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se balade sans les papiers que l'État demande. Et tout comme moi, si je me balade sans ma carte d'identité, je commets une faute administrative.
Et donc c'est une situation irrégulière, ça ne fait pas de quelqu'un d'illégal. Par exemple, un père, enfin des parents qui ne paieraient pas la pension alimentaire à leurs enfants, c'est illégal. On n'a jamais dit des parents qui sont dans ce cas qui sont illégaux. Faire de la fraude fiscale, c'est illégal. On ne qualifie pas les fraudeurs fiscaux de personnes illégales. Donc, et on voit très bien ce que ça peut vouloir dire dans la société, parce que l'illégalité, ça fait référence au lexique pénal et criminel en fait. Et donc là, on voit assez facilement le danger que ça peut représenter quand on martèle tout ça au sein de l'opinion publique. Si à un moment donné, le mot illégal et migrant est tout le temps mis l'un à côté de l'autre, ben en fait, le lien avec la criminalité qui n'a pas lieu d'être est très facilement établi, quoi. Donc, faire attention au langage. Et alors, je pense que c'est important que ce soit des instances comme les conseils de déontologie qui s'en saisissent, parce qu'en fait, il y a des associations qui vont émettre des recommandations. Il y a un risque que celles-ci soient rejetées par les journalistes qui y voient une forme d'ingérence, parce que globalement, les journalistes, ils n'aiment pas trop qu'on leur dise comment écrire. À tort ou à raison, parfois à tort, parfois à raison, mais en tout cas, c'est une réalité dont il faut tenir compte. Et donc, moi, je considère que c'est important que ce soit une instance reconnue par l'ensemble de la profession et qui connaît aussi l'exercice d'équilibriste qui peut être très très compliqué entre l'intérêt public, le respect de la déontologie, le droit, le respect de la vie privée, etc. Quoi. Donc voilà. Moi aussi, je pense que le langage, c'est très important. Mon agence de presse a interdit depuis 2008 le terme clandestino de notre site, parce que ce n'est pas un terme juridique, c'est un terme journalistique, politique, mais pas juridique. Moi, je l'utilise seulement si je dois écrire la phrase de quelqu'un. Si Salvini dit les clandestins, j'écris clandestin, mais pas comme terme pour dire migrants irréguliers. Nous avons fait aussi un projet sur le langage qui parle en général des thématiques sensibles, pas seulement de la migration. Par exemple, quand on parlait des personnes comme handicap ou des personnes qui ont des dépendances, de la drogue, tout ça, et aussi de la migration. Ce projet s'appelle Parlare civile et ça sembra comme Google, c'est un site où vous pouvez mettre les termes dedans et on dit quelle est l'origine du terme, quelle est la diffusion, comme il est utilisé, et on donne des alternatives qui ne sont pas discriminatoires. Ce n'est pas une interdiction en fait, c'est un conseil. Le but, c'est de faire réfléchir les journalistes sur ce qu'on va écrire. Parce que le thème peut être aussi très fort et on peut faire mal en fait aux personnes qui font partie d'une catégorie sociale. Mais je pense que le langage c'est important, mais ne suffit pas. Parce qu'il faut réfléchir sur la narration qu'on fait sur la migration. Je pense qu'en Italie, mais pas seulement en Italie, on se balance entre une narration qui voit les migrants seulement comme des victimes ou seulement comme un ennemi, quelque chose de dangereux. On parle presque jamais des personnes qui ont des droits, des personnes qui ils sont presque jamais des sujets de la narration, ils sont des objets de la narration. Et je crois que c'est ça qu'il faut changer, surtout dans la communication des journalistes.
Nous, en Italie, on a un ordre de journalistes, on a aussi un code déontologique pour parler de la migration qui s'appelle Carta di Roma, mais il n'est pas respecté presque jamais. Le code aussi dit quels sont les termes qu'il faut utiliser. Il parle aussi de comment utiliser les images, les vidéos. C'est dangereux pour un réfugié de lui montrer en vidéo, par exemple, mais presque personne ne les respecte. Et donc, je crois que c'est une thématique très importante. Merci Eleonora, vous nous avez offert une superbe transition avec la question suivante. Justement, comment faire pour parler de la migration autrement, pour sortir de la couverture souvent événementielle, qui suit les naufrages, les sauvetages, les rixes dans les camps, les violences, les migrants victimes. Comment parler autrement en fait, voilà, de ces personnes et puis retrouver des visages, des personnes, des noms, des histoires. Vous voulez nous en parler peut-être, Ali? Moi, avant j'ai répondu à cette question, je suis d'accord avec vous. Je crois que ce terme, le problème de vocabulaire, c'est pas juste un problème de journaliste, c'est aussi un problème administratif par l'État. Par exemple, le jeune qui lit un article crié par nous, je suis désolé, je ne parle pas très bien en français, mais il y a un peu de problème. Le jeune qui lit un article crié par les journalistes après, et lire un autre, par exemple, post en chose criée par l'État, c'est contrairement de notre vocabulaire. Par exemple, en Libye, il y a des problèmes d'identification. Nous sommes arabes, ou nous sommes Afrique, nous sommes Nord d'Afrique, nous sommes Méditerranée. L'État est très concentré de le fait, c'est pas fact, mais elle dit que vous êtes arabe, juste arabe. Vous n'êtes pas africain, vous n'êtes pas méditerranéen. Ça s'est créé un problème avec notre, par exemple, voisin. Créé aussi un problème avec les immigrants de pays africains. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de difficultés pour nous, les journalistes, adapter le vocabulaire en général, adapter la situation politique en général, c'est très difficile pour nous. Et c'est pas juste le problème de notre carrière, c'est le problème de l'État, je crois. Comme ça. Je veux dire que dans certains pays comme le tien, l'État utilise des mots qui sont discriminants. Exactement. D'accord. Ok, c'est sûrement vrai dans d'autres pays que la Libye. Peut-être pas trop en Europe, mais oui, j'imagine que ça doit présenter aussi d'autres obstacles et difficultés pour les journalistes libyens pour couvrir ces thématiques-là. Qu'est-ce que je disais avant? Oui, c'était sur comment raconter les histoires loin de la couverture, loin d'une couverture événementielle, épisodique qui va de naufrage en sauvetage. Voilà, ma théorie, ça serait plus de faire un suivi très rapproché, très régulier, très personnalisé de la question et incarné. Nous, c'est l'expérience qu'on en a, Info Migrants, mais elle ne peut pas être généralisée. C'est un média spécialiste de cette question, ce qui est relativement rare. Comment, dans un média généraliste, alors qu'il n'y a pas que la migration dans l'actu, comment faire pour continuer à suivre de façon rapprocher ces questions-là et ne pas se sentir dans la frustration que décrivait Sarah tout à l'heure, qui après avoir creusé un sujet pourtant important n'a pas rencontré autant de succès que si elle avait écrit sur un naufrage ou un camp sauvage dans les rues. Après, juste pour commencer, la hiérarchisation de l'information, je pense qu'elle n'est pas toujours comprise, et le fait qu'à un moment donné, lors des
crises ponctuelles, appelons-les comme ça, c'est-à-dire un sauvetage, un naufrage, une grève de la faim, quelque chose qui va générer tout d'un coup que tous les médias vont tartiner, soit pendant des heures, des jours, voire des semaines, sur un et même sujet. Ça n'est pas spécifique à la migration, c'est-à-dire que c'est l'événement et son caractère nouveau qui va faire qu'à un moment donné, les journalistes vont en parler beaucoup. Par exemple, les talibans prennent le contrôle de l'Afghanistan, pouf, ça passe en une de l'actualité, on en parle beaucoup pendant un temps très raccourci, et puis ça retombe. Et puis ça, on n'en parle plus du tout, et puis ils vont interdire aux femmes d'aller à l'université, pouf, on en reparle. Donc c'est le caractère vraiment nouveau qui va faire qu'on parle de quelque chose, mais ça n'est pas spécifique aux migrations, et après c'est quelque chose qu'on peut interroger dans plein de domaines différents. Comment raconter autrement ? Alors pour moi, il y a deux questions dans cette question. Il y a déjà comment raconter autrement quand on a écrit 1000 fois la même chose. C'est-à-dire comment est-ce que je le raconte encore autrement maintenant alors que j'y étais je ne sais combien de fois. Enfin, comment est-ce qu'on fait ça? Moi, la dernière fois, je devais aller à Calais. Il se fait qu'au moment où je dois y aller, il y a eu le naufrage l'année dernière, j'ai décidé de ne pas y aller. J'ai décidé d'attendre, d'y aller quelques semaines plus tard, parce qu'en fait, je savais que tout le monde allait y aller, et donc c'était aussi de raconter autrement, quelques semaines plus tard, comment est-ce que c'est vécu, parler des organisations, des personnes qui viennent en aide, aller dans les camps, etc. Se faire expulser par la police aussi. et donc ça va se poser dans des lieux comme Calais, ça va se poser dans des lieux à Bruxelles où tous les X ans, on a des personnes afghanes qui font une grève de la faim parce qu'elles n'ont jamais accès à leurs droits. Parce que l'État promet des choses qu'ils ne respectent tout simplement pas. Et donc à chaque fois, c'est cette question, comment est-ce que je raconte la même histoire qui se répète? Et Calais, c'est 20 ans de la même histoire qui se répète. Donc ça, c'est effectivement compliqué d'aller trouver toujours des nouveaux angles. Parce qu'à un moment donné, on est juste à court. On ne sait vraiment plus quoi dire. Et alors là c'est compliqué dans le sens où on peut se retrouver coincé entre cette injonction de vous tartinez trop là-dessus et donc ça peut avoir des conséquences négatives sur la perception de la migration et si on n'y va pas c'est mais que font les journalistes? Donc parfois c'est un petit peu compliqué de se retrouver dans cette équation. Après je pense que ce que tu disais tout à l'heure de vraiment remettre les personnes au cœur de leur histoire, ça pour moi c'est vraiment une manière de faire parce que les histoires de chacun en fait sont tellement singulières. Je veux dire, tu peux aller au final à Calais et chaque histoire sera différente. Et donc à mon avis par ce prisme-là qu'il faut le faire et aussi pour sortir un peu de cette dualité de les personnes migrantes sont d'éternelles victimes. Et c'est le parcours du combattant, etc. Toujours ce truc entre la victime et le héros, et tout ce qu'ils font est incroyable, et parce que dans les deux cas, en fait, il peut y avoir beaucoup de paternalisme, notamment dans le chef des journalistes, et pour moi, remettre l'être humain au centre de son histoire, c'est aussi une manière comment dire, d'injecter un peu de réconciliation dans ce débat public qui est vraiment hyper tendu. Oui, certainement. Vous en pensez quoi, vous, Mariam, depuis le Sénégal, de cette question de l'image que les médias renvoient, volontairement ou non d'ailleurs, des migrants, qui est souvent, le fait est, négative? Alors, je pense que c'est assez compliqué, en fait, vraiment pour répondre à votre question, parce que les rédactions, peu importe le nom du média, les rédactions ont des priorités en termes de faire vivre leur entreprise. Parce qu'un média, c'est une entreprise. Il faut faire vivre l'entreprise, il faut payer des salaires, des charges, etc. Or, il se trouve que le sensationnel, ça vend. L'émotion, les gens, ils aiment des histoires avec beaucoup d'émotions. Ce n'est pas pour rien que Hollywood, ça tourne bien, parce qu'en fait, les films, justement, on joue sur ça, en fait, pour faire vendre les films. Et c'est pareil maintenant, c'est devenu pareil un peu pour l'information. Le sensationnel, les émotions, les histoires touchantes, etc. C'est vendeur, ça vend. Donc, du coup, les médias aussi s'intéressent à ces histoires-là, parce que
chaque média est en train de voir son audimat. Est-ce que mon 20 heures a été suivi par la majorité de la population ou pas, etc. Donc ces contraintes-là font que, en fait, forcément les médias s'intéressent au sensationnel et donc au nombre de morts en Méditerranée, au nombre de morts dans le désert, au nombre de migrants qui ont été torturés, transformés en esclaves en Libye, etc. Forcément les médias s'intéressent à ça parce que ça vend. Ça vend. Donc, je pense que peut-être la solution, ce serait vraiment, en tout cas, si je prends l'exemple des pays africains, donc la solution, ce serait de développer des desks investigation. Ça peut être en tout cas un pas vers une solution. Je n'ai pas la solution, mais en tout cas un pas vers la solution, c'est de développer des desks investigation. Et dans les rédactions africaines, et j'ai travaillé dans plein de pays africains, franchement, il n'existe pas de desk investigation. Les pays qui font vraiment des efforts en termes d'investigation, c'est plutôt des pays anglophones en Afrique, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana. Mais franchement, les pays francophones d'Afrique, il y a très peu d'investigations. Donc les journalistes, ils sont dans le j'allais dire remplissage, mais bon, c'est pas le bon terme. Mais en tout cas, il faut produire. On produit tout le temps du factuel pour les éditions du journal. Et donc, voilà, produire du factuel, ça fait qu'on n'a pas le temps d'aller au fond des choses, parce qu'on est dans le factuel, dans quasiment du mécanique. Et puis l'autre aspect, c'est l'aspect que j'évoquais à l'instant, c'est l'aspect à faire rentrer de l'argent. Donc voilà. Mais si on développe de l'investigation dans les rédactions, ça pourrait peut-être aider. Et puis tout à l'heure, on parlait de fact-checking. Bah, la vérification des faits aussi, ça pourrait aider aussi dans les rédactions. Donc nous, à Africa Check, on essaie de le faire. On fait beaucoup de formations pour les journalistes, etc. Alors, je voulais juste faire une petite digression par rapport à ce que disait mon collègue de Libye. Je ne sais pas si vous me le permettrez. Oui, bien sûr. Parce que tout à l'heure, en fait, ce qu'il disait, c'est très juste. Et je voulais juste rajouter le fait que, en fait, dans chaque pays traite les choses en fonction de sa politique migratoire. Alors, si vous voyez au Maroc, où j'ai travaillé aussi pendant des années, quand ils parlent des migrants, ils parlent des migrants qui ne sont pas marocains. Ils parlent des migrants subsahariens. Donc, quand ils parlent des migrants marocains qui sont en Europe, par exemple, là, ils ne vont pas utiliser le terme migrant. Ils vont dire les MRE. Donc, les Marocains résidant à l'étranger. Donc, c'est juste, en fait, pour revenir sur la connotation. Tout le temps, en fait, les gens, les termes qu'ils vont utiliser, c'est pour tenir compte d'aspects politiques, d'aspects juridiques, etc. Bon, ça, c'était la petite digression. Mais pour revenir à votre question, moi, je pense qu'en fait, le fait de développer l'investigation dans les médias, ça pourrait vraiment aider à contourner cet aspect, même s'il faut savoir que l'organisation des médias avec cet impératif de faire de l'argent fait que l'information maintenant, franchement, c'est compliqué d'imposer certains sujets, de faire passer certains sujets. Merci. Ben, on a pas mal parlé de remettre de l'humain dans cette question. Et là aussi, nous, à Info Migrants, on a rencontré des défis à relever. Remettre de l'humain, c'est aller vers, comme disait Eleonora, le sujet de cette thématique, vers les migrants eux-mêmes, recueillir leurs témoignages, gagner leur confiance. Et je trouve que c'est là le premier défi qu'on a relevé. Gagner la confiance. Nous avons systématiquement une demande qui revient, c'est l'anonymat. Ils ne souhaitent pas être pris en photo, c'est difficile d'illustrer donc ces témoignages. Il y a aussi l'aspect psychologique qui entre en jeu. Peut-être que Ali, vous pouvez nous en parler. Il est souvent assez difficile, après avoir gagné la confiance d'un exilé qui a souvent subi des violences dans son pays d'origine ou dans un pays de transit d'ailleurs comme la Libye, dont on sait les conditions terribles de vie pour les migrants. Il est assez difficile de recueillir ce témoignage, à la fois pour le migrant lui-même de le livrer et pour le journaliste de le recueillir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je traduirai. السؤال حول الدعم النفسي اللي ممكن يتلقاه اللاجئين الصحفيين. بخصوص الشهادات اللي ممكن ان هي يمكن تلقيها من المهاجرين بصفه عامه في ليبيا فهي مستحيله.
تلقي الشهادات في ليبيا بصفة عامة هو شيء شبه مستحيل بالنظر للوضع الأمني والوضع السياسي اللي هو مشارك بشكل كبير في الوضع الأمني اللي نحن موجودين فيه. بالنسبة للوصول إلى المهاجرين أو طالبين اللجوء في ليبيا فهو بس رهن المنظمات الدولية اللي هي موجودة على حيز ضيق جدا من الأراضي الليبية ممكن تغطي 10% بس. Je traduis un petit bout. Il dit que c'est impossible de recueillir les témoignages de migrants en Libye, c'est pour des raisons politiques et sécuritaires. Les seules personnes qui peuvent accéder aux migrants prisonniers dans les centres de rétention en Libye sont certaines ONG et les organisations internationales. Et la territoire de mouvement pour cette organisation, c'est juste 10% de la territoire Libye. Ça veut dire que c'est rien. Je continue en arabe. الوصول أو آليات التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا هي أقرب ما يكون للبدائية. أكثر من 48% من المواطنين الليبيين شهدوا في السنوات العشر الأخيرة أي نوع من أنواع التروما اللي ممكن نلقوها في أي قاموس من قواميس العلاج النفسي. فديجا الوضع صعب للمواطنين وللمهاجرين وطالبي اللجوء على حد سواء. Donc il dit que les besoins des migrants et le fait de pouvoir y accéder est à l'état basique. 80% d'entre eux ont subi des traumatismes de la pire sorte, et il dit également que les citoyens en Libye, un grand nombre d'entre eux ont subi des traumatismes. Donc finalement accéder à ces témoignages, même si c'est très important, est rendu très difficile. Mais une fois ici arrivé en Europe, est-ce que vous avez pu recueillir les témoignages d'autres migrants? Tout à l'heure on parlait de la Belgique. Est-ce qu'il est difficile d'entendre des témoignages, de recueillir un témoignage de personne qui a vécu un traumatisme? Par contraire, في بلجيكا كان فيه فرصة أكبر، فيه هامش حرية أكبر للأشخاص عشان يحكوا تجاربهم الشخصية. أعتقد أن رغم تطرف الوضع اللي موجود في المهاجرين في بلجيكا فهو مستحيل يوصل 10% من الوضع المعاش في ليبيا، بحيث أن المهاجرين موجودين على الطرقات لكن على الأقل عندهم القدرة على التعبير والكلام. لكن بالنسبة لغالبية المهاجرين أو الطالبين اللجوء في ليبيا فهم محبوسين داخل معسكرات، حتى المنظمات الدولية والإنسانية غير قابلة أن هي تدخلهم عشان تتواصل معهم. Tout à l'heure, avant la table ronde, on discutait d'un voyage que Ali avait fait en Libye, où il avait pu rencontrer des migrants, il avait recueilli des témoignages. Et là, il soulève un point assez dramatique. Il dit finalement, même si c'était difficile d'écouter et de recueillir un témoignage de ces personnes en Belgique qui vivaient donc à la rue, puisqu'il y avait une crise de l'hébergement, au moins ces personnes ont un espace de liberté pour s'exprimer, être entendues. Et ce qu'elle raconte est une goutte d'eau dans l'océan de souffrance que pourraient raconter les migrants qui sont emprisonnés en Libye et qui, eux, sont contraints à vivre cachés, privés de liberté. Est-ce que, Eleonora, c'est une question que vous avez ressenti comme une difficulté dans l'exercice de votre travail de journaliste, de recueil de témoignages, l'aspect psychologique? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Ali. C'est difficile, il faut le faire quelquefois parce que c'est important de raconter l'histoire des personnes, mais il faut savoir le faire parce que le risque, c'est ce qu'on appelle la victimisation secondaire, de faire revivre la situation traumatique aux personnes. Donc, il faut faire attention. Il faut avoir des références. Quand je fais ça, normalement, je parle avec des psychologues qui ont traité la question et je demande si le sujet est d'accord, il peut le faire. Mais aussi, il y a un autre problème.
Par exemple, en Italie, il y a quelques années, qu'on a commencé à ouvrir des centres pour les traitements psychologiques de migrants, surtout qui arrivent de la Libye. On a subi abus, violences, les femmes surtout. Mais c'est difficile à parler de ça, parce qu'on dit que les migrants, les réfugiés ont des problèmes psychologiques. Ils sont dangereux pour les Italiens. Donc c'est difficile à parler de ça aussi. Il faut faire attention, il faut le dire. Il faut utiliser des termes propres. Il faut chercher une narration qui c'est pas spectaculaire, qui va réfléchir sur la santé, par exemple, sur des thématiques qui sont comme ça. Mais c'est très difficile. Je fais un travail sur les réfugiés qui avaient des problèmes psychologiques, mais c'était très difficile à publier ça. Je vais rajouter juste un ou deux points. Déjà, quand on travaille, quand on s'apprête en tout cas à recueillir un témoignage, il faut toujours placer un cadre. C'est-à-dire, en fait, moi, je vais vous poser des questions, on va parler pendant longtemps. Est-ce que je peux avoir votre contact pour vous envoyer l'article après? Enfin, ça, c'est un truc, je pense qu'il y a pas beaucoup de journalistes qui le font, c'est-à-dire qu'on interviewe une personne et puis après, on la voit plus jamais. C'est vrai, on la verra plus jamais, par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas leur envoyer notre article. C'est une manière de respecter aussi, je trouve, les paroles qu'ils nous donnent. Et alors de dire, toujours leur donner le choix, c'est-à-dire, voilà, ils sont visiblement d'accord d'être assis en face de nous et de témoigner, mais de dire, s'il y a une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, c'est pas un problème. On passe à autre chose. Et donc de ne pas non plus insister, de dire alors, comme ça on est traumatisé. Enfin, et un peu de tous ces trucs. Non mais c'est vrai, non mais parce qu'il y a des journalistes qui font ça, enfin voilà quoi. Et moi par exemple, c'était un truc, une des balises que moi j'ai mis en place quand je travaillais notamment pour des journaux un peu plus populaires et où on faisait du chiffre, c'est ben en fait, ok, je peux faire du chiffre, mais alors je fais que du chiffre. Je vais pas faire 3 lignes de témoignage sur un truc absolument dramatique pour illustrer du chiffre. En fait, pour moi, et ça c'était vraiment une manière de dire à ma rédaction, non, moi si je vais à un endroit, j'y reste plusieurs heures, voire plusieurs jours, enfin, effectivement pour gagner la confiance des personnes, parce que c'est pas un truc où tu vas comme ça, enfin, ça s'improvise pas comme ça, je trouve. Après, il y a aussi le fait qu'on est, moi ça m'est très régulièrement arrivé, d'être, très vite les personnes me demandaient, ah mais qu'est-ce que ça va changer pour moi si je vous raconte mon histoire? Et là, il faut être hyper honnête, ça va probablement rien changer. Et ça, il faut vraiment pas faire miroiter un truc, non, c'est juste leur dire, bah en fait, moi j'essaye d'informer les gens, peut-être que ça va générer des déclics chez certains, peut-être, je ne sais pas. Et donc c'est d'être aussi super honnête par rapport à la portée en fait de leur témoignage. Et après, il faut aussi savoir si, par exemple, tu parlais des photos, il faut savoir selon ce qu'ils vont nous dire, parfois eux-mêmes n'ont pas conscience du danger qu'ils encourent, par exemple, d'être pris en photo. Ça, il faut être capable de le reconnaître. Si c'est quelqu'un d'une minorité ethnique dans un certain pays qui n'a pas encore demandé une protection internationale, qui n'a pas encore fait sa demande, faut faire attention à ça. Il ne faut pas nécessairement prendre la photo, il faut s'arranger pour que la personne ne soit pas reconnaissable. Il y a vraiment plein de choses à respecter. Et après, sur le fait de recueillir, après une fois qu'ils acceptent, etc., et que toi tu recueilles les témoignages, moi ça m'est arrivé une fois et ça a été ultra violent sur le moment même. C'était au Niger dans un centre de transit et il y a un homme qui était passé par la Libye, qui pouvait pas retourner chez lui, enfin il était coincé, il savait pas où aller tout court dans la vie, mais aussi littéralement ce jour-là, quoi. Il savait pas où dormir, et il cherchait des médicaments, enfin il était dans une souffrance atroce. Et en fait, il me racontait toute son histoire qui était absolument horrible. Et je sentais rien, en fait. Parce que j'avais déjà tellement entendu de fois ça que oui, j'étais devenue insensible, quoi. Et en fait, sur le moment même, je m'en suis pas rendu compte. C'est juste quand, tout d'un coup, c'est comme si... C'est très bizarre, je suis pas du tout fière de ce moment-là. C'est comme si tout d'un coup, je m'étais vue
et que moi j'étais en face et j'étais là, ouais, ok. Et j'étais un peu, oui, ok, question suivante. Parce qu'en fait, c'était devenu commun pour moi d'entendre ça. Et le soir, je me suis effondrée en rentrant. Et vraiment, c'était se rendre compte que, en fait, l'empathie n'existe plus parce qu'on a trop absorbé. Et en fait, il n'y a personne pour... je pense que là, on est assez mal encadré pour nous parce qu'en fait, on absorbe beaucoup. Et puis en fait, on est très seul là-dedans. Et peut-être qu'il faudrait organiser des groupes de parole, j'en sais rien, en respectant évidemment toujours le droit des personnes. Mais ce moment-là, pour moi, ça a été hyper dur parce qu'en plus, ça peut empiéter dans ta vie privée dans le sens où tu entends tellement des trucs atroces au travail qu'en fait, même dans ta vie privée, quand on te raconte tes amis, tes proches te racontent des trucs terribles, il n'y a plus rien qui est important en fait par rapport à ce que tu entends. Enfin voilà, et moi j'ai trouvé ça très... Et c'est horrible de te rendre compte que tout d'un coup, t'es devenu un espèce de touriste de la misère, comme ça, et tu passes de question en question, de personne en personne. Et ça, je pense aussi, il faut faire attention, quand tu vois ça, tout d'un coup, t'atteins ce manque d'empathie, faut s'arrêter un petit peu, quoi. Ben, c'est aussi l'une des caractéristiques de cette thématique, et nous, on la retrouve beaucoup dans notre rédaction Info Migrants, c'est que c'est chaque jour des horreurs. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a noté et qui est tout à fait dans le cœur du sujet de cet atelier Exil et journalisme, c'est que pour traiter de ces questions-là, faut être préparé, faut être, faut savoir à quoi s'attendre et peut-être aussi accepter de faire un pas en arrière pour prendre le recul nécessaire parfois. Quand on a trop entendu de choses terribles, tellement qu'on n'en mesure plus l'importance. Je ne sais pas si c'est quelque chose avec lequel vous êtes déjà un peu débattu dans l'exercice de votre métier, tous les deux. Je pensais que ce matin, il y avait un débat sur les risques burn-out dans les journalistes. Je pense que ces risques existent surtout entre les journalistes qui s'occupent de certaines thématiques. La thématique migratoire, en fait, c'est une thématique difficile parce que quelquefois, il ne faut on voit les personnes et on comprend déjà les problèmes, la douleur qu'ils portent avec. Et donc, c'est vraiment difficile, mais je crois qu'il faut être préparé, il faut avoir les métiers de journaliste pour faire ça. التلقي أو التعاطف مع الضحايا هو حيز من أهم الأشياء اللي ممكن تكون في طبيعة الصحفي. الصحفي هو إنسان بطبيعة الحال، فأكيد كمية الشهادات الموجودة وكمية المآسي والقصص اللي مش ممكن حد يتخيل إن إحنا في عام 2023 ممكن تحصل، ممكن تخلينا حتى نشككوا في إنسانية المرتكبين للأفعال هذه. هذا هو شغلنا، هذا هو عملنا، هو تلقي الشهادات مهما كان الموضوع صعب، والتعامل مع الموضوع بالإمكانيات الموجودة لدينا، حتى بالإنصات. يعني حتى الإنصات يعتبر من الحلول، مش حل مباشر لكن يعتبر حل مبدئي.
Eh bien, il dit que recueillir des témoignages et l'empathie qui s'ensuit fait totalement partie du travail de journaliste qui reste avant tout un être humain. Et que parfois les récits sont tellement dramatiques que le journaliste en vient à douter de la véracité du récit, tellement c'est terrible, mais que c'est ça la nature de notre travail et que peut-être prendre du recul peut être une solution. On a peut-être un dernier point à aborder, peut-être avant de passer à une session de questions-réponses, dont on avait discuté, qui nous semblait important quand on a préparé cette table ronde. C'était l'aspect totalement passionné et passionnel de cette question dans les sociétés, et qui fait que souvent ça cristallise beaucoup de tensions et des avis extrêmes de tous bords. Et nous, en tant que journalistes, que fait-on au milieu de ça? Que fait-on face à des intox véhiculés par l'extrême droite, par exemple? Que fait-on face à des avis parfois de xénophobie, de racisme, qui sont exprimés sans vraiment de gêne? Ça fait partie de l'actualité. Quelle responsabilité, nous, on porte à rapporter ces points de vue? Quelle responsabilité, nous, en tant que journalistes, on porte à finalement participer à ces débats qui peuvent en devenir nauséabonds, notamment en période électorale? Voilà. Je ne sais pas si... peut-être... En fait, en Belgique, on a ce site particulier qu'il existe ce qu'on appelle le cordon sanitaire médiatique. C'est-à-dire, ça date aussi des années 90. C'est-à-dire qu'on ne donne pas la parole en direct à l'extrême droite. Elle va pouvoir parler, elle a la parole, mais par contre jamais en direct. Donc vous verrez jamais quelqu'un de l'extrême droite sur un plateau télé en direct. C'est spécifique à la région francophone de la Belgique. La région flamande, par contre, le cordon sanitaire médiatique n'existe pas. Mais donc nous, on peut inviter l'extrême droite. Par contre, ils n'auront pas accès au direct. Et par exemple, s'ils gagnent les élections, on ne va pas non plus faire de direct depuis leur quartier général. On va faire un direct différé en fait. Donc on va leur donner la parole, mais après il va y avoir une phase de fact-checking et de voir s'il n'y a pas quelque chose de pénalement répréhensible dans ce qu'ils disent. Est-ce qu'il y a de l'incitation à la haine, de la xénophobie, de la discrimination et tout ça. Et donc ça, je pense que c'est plutôt bien. C'est assez rare dans l'espace médiatique. En presse écrite, alors ça va traduire par un fact-checking assez intense, qui, par contre, je trouve, existe de moins en moins avec Twitter. C'est-à-dire que sur Twitter, les responsables politiques peuvent... ça s'est très fort vu il y a quelques années, pour vous donner un exemple concret, l'ex-secrétaire d'État à l'asile et à la migration en Belgique, qui fait partie d'un parti de droite radicale, fort proche de l'extrême droite. On est vraiment sur le fil. Et il y avait un parc à Bruxelles où il y avait beaucoup de personnes qui voulaient se rendre en Angleterre, qui passaient par là, parce qu'en fait c'était là qu'ils trouvaient des hébergements. Il y avait beaucoup de citoyens qui se mobilisaient pour venir les aider à venir chez eux, enfin soit. Et donc il se fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui gravitaient autour de ce parc, et ça générait des tensions avec les habitations alentours, etc. Et donc à un moment donné, ce secrétaire d'État, avec la ville de Bruxelles, décide d'envoyer la police dans le parc. Et là, il tweet opkuisen. Opkuisen, en néerlandais, ça veut dire nettoyer. Donc il dit qu'il faut nettoyer le parc. Et en fait, là, tous les médias ont repris ce nettoyer en mettant des guillemets. Mais en fait, avec le recul, je ne suis pas sûre que ce soit... Enfin, je pense qu'on est clairement... Enfin, non, je pense pas. On est clairement dans l'incitation à la haine. Et on aurait dû se poser la question de, en fait, est-ce qu'on reprend ce tweet tel quel, même en mettant des guillemets? Parce qu'en fait, le nettoyage ethnique, je veux dire, l'histoire nous a appris plus ou moins ce que ça peut donner, quoi. Donc je pense qu'effectivement, avec, disons, le fait que maintenant les responsables politiques ne passent plus nécessairement par les médias pour véhiculer leurs messages, mais ont leur propre plateforme et utilisent les réseaux sociaux à tout va, je pense que là, il faudrait qu'on ait une réflexion beaucoup plus poussée que ce qui existe maintenant, pour voir si en fait, est-ce qu'on applique, bêtement, est-ce qu'on applique ce qui est dit par la loi, quand on voit qu'il y a quelque chose de contraire à la loi et qui est
pénalement répréhensible. Est-ce qu'on doit le reprendre tel quel dans les journaux? Et vu qu'on a tendance à reprendre pas mal ce qui se passe sur Twitter, qui est complètement un réseau de journalistes et de politiques, je pense que là, les rédactions ont vraiment un travail de réflexion à mener. Alors, excusez-moi, j'aimerais juste pouvoir intervenir. Je ne sais pas si c'est possible. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, donc j'aimerais d'abord intervenir sur la question précédente concernant la psychologie, avant d'en venir à cette question-là. Alors, concernant la psychologie, en plus de tout ce qui a été dit par mes confrères, en fait, je voulais juste rajouter deux aspects, en fait. Quand on veut aussi bien cerner un peu la psychologie de quelqu'un, il est bon aussi de connaître sa culture. Donc, le fait de savoir est-ce qu'en face de soi, on a un Tchadien ou un Sénégalais, etc., pourrait modifier aussi l'approche qu'on aura par rapport à cette personne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tous les traumatismes que les migrants ont vécus, il y a un aspect dont on ne parle jamais. C'est que parmi ces migrants, il y a certains qui vont retourner chez eux, dans leur communauté, avec leur traumatisme. Et malheureusement, dans la plupart des pays, et ça, je peux vous citer plein de pays dans lesquels j'ai travaillé sur cette question migratoire, que ce soit le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Maroc, l'Algérie, la Libye, etc. Dans plein de pays, il n'y a pas vraiment de politique migratoire et donc il n'y a pas vraiment de suivi de ces migrants qui sont traumatisés, parfois certains qui ont des problèmes de santé mentale, qui reviennent dans la communauté et il n'y a aucun suivi psychologique au sein de la communauté. Et ça, c'est un réel problème aussi. Et puis, l'autre point que je voulais évoquer, toujours concernant la psychologie, c'est qu'aussi, il ne faut pas se laisser, parce que parfois, on arrive en se disant, oui, des migrants qui ont des traumatismes, etc. Et on ne se rend pas compte que le migrant lui-même, il est bien conscient de sa situation et lui-même, il est dans une démarche de manipuler la personne qu'il a en face de lui. Donc ça aussi, il faut faire très attention aussi à cet aspect. Parce qu'on vient avec beaucoup d'empathie, etc. Et on oublie souvent le fait que parfois on peut se faire manipuler par le migrant lui-même. Et ça, je voulais ajouter aussi le point le point concernant certains journalistes qui malheureusement parfois paient les migrants pour avoir une histoire. Et ça aussi, ça crée un autre problème. Donc ce sont ces points-là que je voulais rajouter sur la question psychologique. Maintenant, sur cette question concernant les tensions et tout ce qui est radicalité, en fait, je voulais en tout cas dire juste que, enfin, certes, maintenant, les radicaux ont développé leurs propres médias, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Mais de mon point de vue, il y a un problème même dans les médias traditionnels. Un problème lié à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'argent, la quête de l'argent. Mais aussi un problème parce que ces médias traditionnels, parfois eux-mêmes se font manipuler. Et ça, on a pu le voir. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire des Story Killers, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et BFM TV, un média français, une télévision française, a été piégé. Ces journalistes ont été eux-mêmes piégés au point que ces journalistes ont publié des informations qui étaient de fausses informations, sans savoir que c'était de fausses informations. Donc, maintenant, avec l'intelligence artificielle, il y a énormément de choses en fait qui se développent. Les Story Killers, si jamais vous n'avez pas suivi, vous pouvez justement taper sur Internet pour voir. Et maintenant, même dans les médias traditionnels, parfois il y a cette manipulation. Maintenant, pour la radicalité, pour moi, en fait, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les médias traditionnels, ce qui manque aujourd'hui, de mon point de vue, ce sont des débats contradictoires. Parce qu'on l'a vu en Italie, hein, avec la dernière élection, on l'a vu en France, avec notamment aussi la dernière élection présidentielle. En fait, les gens en parlent beaucoup, qu'ils soient des radicaux de gauche ou des radicaux de droite, chacun donne son point de vue, mais en fait, les débats contradictoires, il y en a de moins en moins. Et pourquoi? Parce que justement, il y a des chaînes de télévision notamment, qui sont devenues maintenant des chaînes genre... je ne sais même pas comment les qualifier en fait, mais c'est des chaînes où c'est des chroniqueurs qui passent et puis chaque chroniqueur dit ce qu'il veut et puis passe et puis voilà. Les débats contradictoires, il y en a de très peu. Et parmi ces chaînes-là, aux États-Unis, on a vu Fox News
qui fonctionne comme ça. En France, on a vu ces news qui fonctionnent comme ça. Et si on ne fait pas attention, bah, il y aura de plus en plus de chaînes comme ça. Et moi, je pense que tant qu'il n'y aura pas de débat contradictoire, parce que c'est dans la contradiction que chacun va se faire une idée. Qu'on ait des propos extrêmes ou pas, si il y a des débats contradictoires, on a des arguments des deux côtés. Et en fait, quelqu'un qui apporte des arguments fallacieux pourra être justement contredit par quelqu'un qui apporte de vrais arguments. Chiffres à l'appui s'il le faut, sources à l'appui s'il le faut, etc. Donc voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Merci. Merci Maria. Juste pour ajouter quand même sur le débat contradictoire, je suis d'accord. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qu'on dit, ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Et pour moi, c'est là la question, c'est est-ce qu'on donne la parole à des gens qui sont, enfin, ce sont des propos qui sont juste contre la loi et ce ne sont pas des opinions. Et là, il n'y a pas de débat contradictoire à avoir, quoi. Certainement, et puis c'est vrai que les exemples cités sont des chaînes... Pardon, j'ai pas entendu en fait sur la question du débat contradictoire, vous disiez? Je disais qu'il y a des propos qui ne sont pas des opinions mais qui sont des délits. Tout comme le racisme, c'est pas une opinion, quoi. C'est ça que je veux dire. Et donc à ce moment-là, quand ce sont des propos comme cela, à mon sens, il n'y a pas de débat contradictoire à avoir. Tout à fait. Tout à fait. Mais en fait, le racisme, quand quelqu'un est raciste et vient justement pour étayer ses propos, il vient avec des arguments. Il ne va pas venir dans un débat pour dire Éric Zemmour, il ne s'assoit pas dans un débat pour dire je suis raciste, même s'il a été condamné pour des faits comme ça. Mais en fait, quand il est dans un débat, il développe des idées. Et c'est les idées qu'il développe, c'est son opinion, et puis ces idées-là, après, sont argumentées. Et puis en face de lui, sur ces news, en général, il n'y a personne. Il y a le journaliste, et le journaliste ne lui pose pas des questions, en fait, pertinentes. Voilà, c'est ça aussi le problème de mon point de vue, en fait. Là, j'entends très bien, et merci pour votre remarque très intéressante. Les exemples que vous avez donnés de Fox News, de CNews, sont des chaînes privées. Il y a une offre pléthorique de médias en France ou ailleurs, en Europe en tout cas, avec des chaînes publiques où là, le débat contradictoire est bien présent et surtout en période électorale, le temps de parole décompté, ce qui quand même reste un bon garde-fou, notamment sur cette question-là. Je ne sais pas si Eleonora ou Ali, vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on laisse la parole à la salle, parce que je crois qu'on a beaucoup parlé. Juste pour dire qu'en Italie, la thématique migratoire, c'est une thématique politique. Je peux donner mon témoignage. Moi aussi, je suis allée à la télé dans les débats avec des politiciens de droite pendant la campagne électorale, qui, vous savez, a été gagnée par la droite. On avait une personne qui, maintenant, c'est le ministre de la Défense, qui disait que la droite aurait fait les blocs navals, les blocs russes navals. Je disais que c'était impossible parce que c'est presque une opération militaire. Il faut déclarer la guerre à la Libye pour faire ça. Mais ils disaient non, on va le faire. Maintenant, ils sont au gouvernement. On a les nombres plus hauts d'arrivée à l'Italie. Et c'est une question très difficile pour Giorgia Meloni et le gouvernement. Mais les gens, l'opinion publique, ils oublient facilement. En ce moment-là, on cherche de parler pas de la migration. C'est paradoxal. On parle des familles homosexuelles, on parle des les choses alimentaires italiennes qu'il faut défendre, tout ça, des argumentations qui ne sont pas réelles en fait, parce que à ce moment-là, la migration c'est un problème parce qu'on a 27 000 arrivées en 3 mois du début de l'année.
Ouais. L'année dernière, ils étaient 6 000. Je crois plus que 95 000 sur 2022. Ouais. Moi, j'ai ajouté un petit point. C'est tous les types d'extrémisme, l'extrême droite, l'extrême islamisme, l'homophobie, la misogynie, ils sont ennemis le journalisme et notre droit que notre devoir est d'éviter de tomber dans les pièges qui sont tendus devant nous, justement par les extrémistes. Dans la salle, des questions? On va laisser passer le micro. Bonjour à tous et à tous. C'est très intéressant vos interventions. Alors, je vais me présenter. Je suis Charles Tilly, je suis écrivain. J'ai créé un roman qui s'intitule Clandestinement Vôtre. J'ai été dans ce pays clandestin et moi j'assume ce terme parce que j'étais clandestin. C'est une réalité. Je n'ai pas on est clandestin parce que vis-à-vis de l'État, vis-à-vis d'une société, on se cache pour vivre. Si tu ne te caches pas, il n'y a pas une police, bon, c'est une réalité physique, palpable, qu'on le sent. Voilà. Par contre, le mot migrant, tout de même, moi, c'est un mot qui me gêne beaucoup. Et vous avez fait, c'était très intéressant de dire que la notion du langage est importante. Les migrations ont toujours existé dans l'espèce humaine. Donc, on peut dire que nous tous nous sommes des migrants. Mais pourquoi ce mot est apparu dans l'espace public? Et à partir de quand? Autrefois, dans les années avant 1980, ici en France, on parlait d'immigrés, qui est un terme synonyme au terme de travail immigré. Voilà. Ce terme a disparu de la circulation dans les années Mitterrand, que la presse a appelé tournant néolibéral. Voilà. Et donc, c'est là qu'est apparu le mot migrant. Un terme, à la différence du mot immigré, oui, avec un sens vectoriel, d'ailleurs, à ici, le mot migrant, en fait, c'est des gens qui errent, voilà, comme ça. Et donc, ce mot-là est un peu pourquoi? Parce que dans ce mot-là, en fait, on veut invisibiliser le travail de ces gens. Parce qu'au fond, ce sont des travailleurs, ce sont des gens qui sont à la recherche du travail. Ils n'ont que ça à leur force de travail, en fait. Et quand on dit migrants, d'ailleurs, ça veut dire, ces gens-là ne nous ont donné mandat à personne de les appeler des migrants. Et si on les appelle des migrants, eux, comment ils peuvent nous appeler nous? Nous sommes ici, par exemple, dans cette salle. Nous sommes quoi, des non-migrants? Voilà. Donc, ce mot de migrant, moi, me gêne profondément. Parce que c'est un mot, pour le coup, je veux dire, il a une charge de propagande, voilà. Il faut essayer pourquoi on dit migrant, voilà. Donc, c'est ma première objection à ce mot. Bon, j'ai fort à dire sur le sujet, mais je vais m'écourter pour passer sur la deuxième partie de mon intervention qui concerne, j'ai entendu vers la fin, sur le côté le racisme, les plateaux de télé, voilà. Mais j'ai envie de dire que le racisme que vivent ces gens, c'est pas les mots, c'est pas ce qui se dit sur les plateaux. Au fond, d'ailleurs, ceux qu'on appelle migrants, entre guillemets, ils n'écoutent pas les plateaux télé. Le racisme qu'ils vivent, ils n'ont pas les droits, en fait, ces gens-là. Donc, s'il y a des gens qu'on peut accuser, ce sont les États. Et donc, ce qu'il faut, moi, j'aurais aimé écouter de vous, d'abord, les raisons pour lesquelles les gens migrent. Parce que, alors, moi, j'ai été migrant, je suis venu en France pour mes études, mais moi, j'ai un ami d'enfance qui est au Maroc depuis 5 ans. Et à chaque fois que je m'en vais au Maroc, je rencontre. J'ai un cousin qui est arrivé ici en France, il a fait ce qu'on appelle la route. Et quand eux et moi on parle,
à chaque fois qu'on parle de leur parcours, on rigole, on rit en fait. Mais c'est pas un rire, parce que c'est amusant en fait, c'est un rire, j'ai envie de dire un rire d'enfer. Et ce que je constate justement parfois dans la question, dans la manière dont le journalisme traite ces questions, c'est qu'elle traite cette question de façon humanitaire et pas politique, voilà. Parce que pourquoi ces gens migrent et s'organiser tout ça aussi? Parce que je veux dire, ces gens-là, ce sont des gens qui travaillent ils sont exploités dans plusieurs pays, dans des champs, voilà. Donc, je voudrais que, je suis personne en autre, je suis pas propriétaire de médias, mais voilà, que la question entre guillemets migrants, d'abord, c'est un terme qui pour moi doit être évacué de l'espace public, mais que cette question soit traitée politiquement et pas humanitairement. Voilà. Merci. Merci pour cette intervention. Pour répondre d'abord sur ce qui est les propos tenus sur les chaînes de télévision, effectivement, à part Info Migrants, globalement, les médias ne vont pas s'adresser à des personnes migrantes, mais les personnalités politiques non plus en fait. Donc quand elles tiennent des propos délétères ou racistes ou contraires à la loi, elles s'adressent à leurs électeurs. Et donc là où je pense que le journaliste doit faire attention, ce n'est pas tant, c'est pas tant vis-à-vis des migrants, c'est vis-à-vis des idées qui sont véhiculées dans la société. Et ces idées-là vont avoir des répercussions sur les comportements, sur les gestes, sur le langage, qui est effectivement une des fenêtres les plus importantes qu'on ait sur le monde. Donc c'est en ça, quand un homme politique dit ces gens ne sont pas les bienvenus chez nous, il n'est pas en train de s'adresser aux gens qui viendraient potentiellement dans son pays, il est en train de s'adresser à ses électeurs. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire à ses électeurs? S'il vous plaît, considérez que ces gens ne sont pas les bienvenus chez nous. Donc il faut quand même faire attention aux balises qu'on place dans ce débat. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? La deuxième intervention, le deuxième point. Ah oui, pardon. Alors là, je suis pas entièrement d'accord avec vous parce qu'il y a des médias qui traitent ça de manière politique et en fait, alors là, je vais peut-être défendre un petit peu ma profession, mais autant c'est très réducteur de mettre les migrants dans un grand sac où on met tout le monde ensemble, autant c'est pareil pour les médias. C'est-à-dire que les médias, c'est pas non plus un corps homogène où tout le monde fait la même chose et tout le monde le fait mal et tout le monde le fait de manière humanitaire. C'est pas vrai, il y a plein de choses différentes entre médias, au sein d'un même média, etc. Donc c'est toujours quand on dit les médias, au final, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de la matinale de LCI? Est-ce qu'on parle d'Info Migrants? Enfin voilà, il y a plein de nuances à apporter. Par contre, je trouvais ça, à titre personnel, je trouvais ça très beau, votre témoignage au tout début sur le langage et de réutiliser le terme clandestin. Et c'est quelque chose, je trouve, qu'on voit dans beaucoup d'autres endroits du langage. Par exemple, les personnes racisées qui revendiquent ce terme-là, qui retournent le stigmate pour s'en saisir. Enfin, c'est vachement intéressant, je trouve, toutes ces démarches-là au niveau du langage. Excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi. Clandestin, ce n'est pas un stigmate, c'est une réalité. Oui, voilà. D'accord. Oui, c'est ce que je dis. Vous la collez, maintenant ça veut dire que vous le mélangez avec une autre problématique qui est les racisés. Moi, pour moi, c'est pas la même chose. Non, je dis pas que c'est la même chose, je dis juste Je m'excuse auprès de la salle et pour réagir aussi sur le point que vous avez dit avant, par rapport au débat d'extrême, en fait, je voulais dire juste que le racisme, en fait, ces gens, ces migrants, il est vécu de façon concrète dans le sens des droits. Des droits, voilà. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas droit au travail, qui n'ont pas droit au logement, qui n'ont pas droit à plein de choses, voilà. Et que, au fond, les polémiques sur les plateaux de télé à destination des électeurs ou pas, ça sert à, je veux dire, c'est pas ça qui a changé le sort de ces gens, en fait. L'opinion, en fait. Donc, s'il y a un racisme, il faut voir il faut s'intéresser à pourquoi ces gens n'ont pas les droits, en fait. Donc je m'excuse auprès d'avoir réagi. Non, je pense que globalement on est d'accord, en fait, c'est juste qu'on n'utilise pas les mêmes termes pour le dire. Bonjour à toutes et à tous, Steven Jambou, journaliste à RFI.
Merci beaucoup. S'il vous plaît. Oui, Mariama, nous vous écoutons. Oui, je voulais juste réagir aussi par rapport à la première question du public. Donc, tout à l'heure, vous dites que le terme qu'on utilise, en fait, ça ne change pas la vie du migrant. Oui, peut-être que ça ne va pas changer la vie du migrant, mais par contre, le terme utilisé pourrait changer des choses, en fait, sur le plan politique, en termes de politique migratoire, et ça peut aussi changer des choses aussi sur le plan juridique, Donc, même si le migrant se dit que, voilà, moi, qu'on m'appelle clandestin ou qu'on m'appelle migrant aujourd'hui, ça ne change pas ma vie d'aujourd'hui, mais ça pourrait changer la vie des migrants dans 10 ans, parce que justement, peut-être on utilise tellement les bons mots qu'en fait, les politiques ne pourront plus utiliser certaines subtilités terminologiques pour justement jeter l'opprobre ou stigmatiser les migrants. Donc, ça pourrait changer des choses, en fait, sur le plan politique et sur le plan juridique. Après, l'autre chose, toujours par rapport à votre question, vous disiez que, en fait, l'humanitaire, la politique et tout ça, apparemment, pour vous, il y a l'humanitaire à part et puis il y a la politique à part. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que d'expérience, en tout cas sur ces questions migratoires-là, même l'humanitaire, en fait, ça va avec la politique. Parce que parfois, en fait, et là, récemment, l'Union européenne essaie de faire passer un accord avec certains pays africains. L'accord a été signé par la Mauritanie. Le Sénégal a pour l'instant refusé de signer l'accord. Mais l'Union européenne, en contrepartie de la signature de l'accord, justement, il y avait une assistance humanitaire. Donc, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de... l'humanitaire n'est pas en marge de la politique. Les deux vont ensemble en général. L'aide au développement, etc., c'est toujours conditionné. Donc, voilà. Il n'y a pas l'humanitaire qui est à part. C'est ça aussi la précision que je voulais apporter. Et puis, vous avez également demandé tout à l'heure pourquoi est-ce que les gens migrent. En fait, il y a beaucoup de raisons. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, ceux qui migrent, quand ils partent avec énormément d'argent. Ils ne partent pas pauvres. Parce que même s'ils quittent des zones qui sont des zones pauvres, leur famille, leurs proches vont vendre tous leurs biens et puis leur donner l'argent pour qu'ils puissent migrer. Donc, c'est en chemin, quand ils quittent le pays d'origine, ils quittent avec de l'argent. Parce que c'est cet argent-là qu'ils donnent aux passeurs pour pouvoir évoluer. S'ils quittent, par exemple, la Guinée, ils vont quitter la Guinée, ils vont passer par le Sénégal, ils vont passer par le Mali, le Niger, et puis ensuite la Libye, et puis remonter. Ou bien, ils vont passer par le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, etc. Chacun son trajet. Mais eux tous, quand ils quittent avec énormément d'argent parce qu'à chaque étape, ils paient pour passer. À chaque étape. Donc voilà, mais il y a des gens qui migrent pour avoir de l'emploi, donc ils se disent je veux attendre l'Italie ou je ne sais pas quel pays pour pouvoir travailler et puis me faire de l'argent. Il y a des gens qui migrent pour des raisons culturelles. Il y a une étude qui a été menée par un professeur Dr Gay, professeur de l'université de Ziguinchor, c'est au sud du Sénégal. Et cette étude-là a montré justement qu'il y a plusieurs ethnies au Sénégal et dans d'autres pays africains où en fait le fait de migrer, en fait c'est culturel. C'est-à-dire c'est des gens qui culturellement, pour être reconnus comme étant un homme, doivent migrer, aller ailleurs, travailler ailleurs et puis revenir chez eux. Et c'est là où ils seront reconnus comme des gens responsables, etc. Donc il y a des gens qui migrent parce que leur pays est un pays instable. Il y a la guerre ou bien voilà. Ou c'est parce que dans leur pays il n'y a pas la liberté d'expression. Ou parce qu'ils ont une orientation sexuelle qui n'est pas acceptée dans le pays où ils sont. Donc chacun migre pour des raisons. Il y a des gens qui migrent juste pour étudier. Et puis après, qui se sentent bien dans le pays et qui se disent, voilà, moi je vais rester dans tel pays. Donc il y a des gens qui migrent juste parce qu'ils ont envie de voyager. Il y a des gens ils ont juste envie de découvrir le monde. Oui. Donc les raisons sont multiples. Merci beaucoup, et Mariama. Ça, après, c'est classé, par exemple, l'OIM classe justement les causes des migrations. Mais franchement, il y a beaucoup de raisons. Merci beaucoup, voilà, Mariama. Je me permets un tout petit peu de d'écourter votre réponse. Il y a encore des questions dans la salle. Et puis, c'est pas l'objet. Là, on va pas refaire les causes de la migration qu'on connaît. Mais c'est, voilà, merci d'avoir répondu. On prend encore des questions dans la salle s'il y en a. Steven, je crois que... Oui, Steven Jambeau, RFI. Ce que je note, ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, c'est que vous êtes pour la plupart d'entre vous des journalistes spécialisés sur ces questions-là. Et on se rend compte qu'il y a une méconnaissance de ces questions-là, des questions de législation de la part de l'ensemble de la profession.
On note actuellement dans les rédactions des formations sur les questions d'urgence écologique. Et on se rend compte que l'urgence écologique et les migrations sont de plus en plus interliées, que c'est amené à s'accélérer. Donc on se dit qu'il est nécessaire que tout journaliste de toute rubrique ait des bases en matière de questions migratoires, sache ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas faire, se pose la question du choix des mots. C'est intéressant ce que Sarah, tu racontais, l'initiative en Belgique, justement ce petit livre que j'ai hâte de pouvoir feuilleter. Et donc je me dis, si chaque journaliste de tout domaine réussit à s'emparer davantage de ces questions, voilà, on aura réussi à avancer ensemble dans la bonne direction. Et quand j'entendais, et quand je vois l'investissement humain et ce que ça a comme impact sur vos vies aussi, je me demandais, et j'aurais envie de vous demander à vous, si vous pensez continuer sur ce domaine-là très précis pour encore les années, voire les décennies à venir, ou si vous n'avez pas peut-être un moment envie de prendre du recul, comme le disait Ali tout à l'heure, d'essayer de travailler sur d'autres thématiques. Voilà, merci. Oui, ça c'est vrai, mais il est important en ce moment de continuer à parler et à faire une information correcte sur la migration. Nous faisons aussi de la formation pour les collègues parce que quelquefois on a des lois qui fait aussi l'État qui sont contre la loi internationale. Et donc il faut expliquer bien aux collègues qui quelquefois on a des règles qu'on ne peut pas respecter dans la migration. Je pense au dernier code qui est contre les NGO en Italie, qui fait sabotage à la mer. Et là, les débats, c'est très intéressant parce que dedans, il y a des règles qui sont contraires au droit international. Donc, il faut l'expliquer à l'opinion publique et aussi l'expliquer à des autres médias, des autres collègues. Normalement, dans les médias mainstream, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui sont spécialisés dans la migration. Je voulais seulement ajouter une chose sur les termes. Je pense qu'il y a une différence entre le langage du journalisme et la littérature. Les journalistes, ils doivent utiliser des termes qui sont les plus possibles objectifs, neutrales. Quand on dit clandestino en Italie, on ne pense pas aux personnes qui sont cachées ou qui n'ont pas de droits. On pense à des criminels. Parce que l'utilisation qu'on a fait, la politique de ces termes, c'est une utilisation raciste. On dit clandestin pour dire quelqu'un qui a violé des règles, qui a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire pour mettre les gens en une condition inférieure. Je pense que c'est ça. J'expliquais. Ah, et j'ai oublié de faire autre chose, oui. Oui, la question de la formation, elle n'est pas du tout posée, alors qu'effectivement, elle se pose pour des questions comme l'urgence écologique ou comme les violences de genre. Moi, personnellement, je me suis formée sur le tas et heureusement qu'on a de chouettes avocats en droit des étrangers qui sont prêts à nous aider et à nous expliquer tout un tas de termes juridiques qu'à force on finit par connaître et du coup on arrête de les appeler parce qu'on a compris. Mais ça pose effectivement question que ce soit pas plus une priorité que ça, alors que ça prend une si grande place dans le débat public. Donc effectivement, et le manque de formation va aussi générer le fait qu'au début on peut faire énormément d'erreurs dans les termes qu'on va utiliser, qu'on ne comprend pas et puis qu'on manipule un peu comme si c'était des bananes quoi, ou des oranges et puis on mélange tout, enfin voilà. Et juste sur la question environnementale, c'est déjà intrinsèquement lié depuis très longtemps à ne pas oublier que souvent les personnes migrent quand même dans les zones limitrophes de là où elles viennent. Et alors il y a un petit danger, à mon avis c'est un danger qu'on ne voit peut-être pas encore très très bien, mais qui va peut-être venir davantage à mesure que la crise climatique s'accentue. C'est que justement, notamment parmi les manifestants qui défendent la cause climatique, on voit justement, oh attention, ça va faire augmenter les migrations.
attention avec ça, parce que derrière, en fait, et je suis sûre que ça n'est pas du tout fait exprès, mais en fait, derrière, il y a quand même un peu cette idée de attention, il pourrait venir chez nous. Donc, faut faire gaffe avec ça. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ne voient pas encore cette idée-là, mais ça pourrait être aussi récupéré par l'extrême droite pour dire attention, il faut faire du localisme parce que sinon, ils vont venir aussi chez nous. Donc voilà. Merci. C'est sur cette ouverture vers voilà, la crise climatique qu'on va conclure cette table ronde. Merci à chacun de vous pour le temps, la participation et ces échanges enrichissants. Et à la salle, évidemment.